Michel était un ami intime de la famille Dupont de Ligonnès. Face à l'horreur du quintuple meurtre et au mystère de cette affaire hors norme, il a la douleur chevillée au cœur. 3 ans après, c'est la première fois que Michel témoigne à visage découvert. Quand on voit tous ces enfants qui ont été massacrés, c'est pas dans l'ordre des choses. Avec 2 balles dans la tête, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Faut quand même pas oublier ça. Il faut surtout pas oublier ça. Il faut surtout pas oublier qu'effectivement, c'était un massacre. C'est épouvantable. Des gens qu'on aime, des gens qu'on connaît, qu'on a vu grandir. Tous les enfants, je les ai vus grandir. Eux, ils sont morts. Xavier, lui, il a disparu, on sait pas où il est. Et s'il est aussi bon que ce qu'il prétend être et que je crois, on va peut-être pas le retrouver tout de suite. Malheureusement. 3 ans de traque et de rebondissement. Xavier Dupont de Ligonnès est toujours introuvable aujourd'hui. Une énigme criminelle quasi parfaite. L'enquête débute le 13 avril 2011. Ce jour-là, la police, alertée par des voisins, pénètre pour la première fois dans cette maison bourgeoise. Une semaine que les volets sont clos, ses occupants semblent s'être volatilisés. Les policiers vont inspecter l'intérieur de la maison à 5 reprises. D'abord, ils ne trouvent rien d'anormal, mais le 21 avril, l'enquête bascule. Une histoire absolument épouvantable à Nantes. On n'était sans aucune nouvelle depuis le 4 avril d'un couple et leurs 4 grands-enfants. Ce matin, coup de théâtre, la découverte de restes humains à leur domicile. L'enquête s'oriente donc vers la séquestration et l'assassinat, piste criminelle. 5 corps sont retrouvés, enterrés sous la terrasse du jardin. Une famille décimée. La mère, Agnès Dupont de Ligonnès, et ses 4 enfants, Benoît, Anne, Thomas et Arthur, âgés de 13 à 20 ans. Abattus par balles, leurs corps ont été enroulés dans des couvertures, un objet à connotation religieuse glissé près de chacun d'eux. De l'âge chaud a accéléré leur décomposition. Seul manque le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, qui devient immédiatement le principal suspect. Rien dans le passé de cet homme ne semblait le destiner à une telle issue. Établi à Nantes depuis 6 ans, les Ligonnès étaient originaires de Versailles. À la fois discret et bien inséré. Lui travaille à son compte comme commercial. Elle est mère au foyer. Les enfants sont dans des écoles privées catholiques. Emmanuel connaissait Xavier depuis l'adolescence. C'était le parrain de Thomas, le fils cadet. Il se souvient d'une famille qui s'aimait. Les enfants aimaient leurs parents et les parents aimaient leurs enfants. Alors, qui est, bien évidemment, à cet âge-là, 14 ans, 16 ans, 18 ans et 21 ans, qui dit de temps en temps des petits heurts. Je voudrais bien savoir dans quelle famille, surtout avec 4 enfants, il n'y a jamais des petits heurts. Mais j'ai jamais vu Xavier ni Agnès lever la main sur leurs enfants et j'ai jamais vu la moindre violence entre Xavier et Agnès, jamais. Il était considéré comme un bon père de famille. Un bon père de famille qui aurait aussi, selon les enquêteurs, un tout autre visage. Derrière le docteur Jekyll, un Mr. Hyde nantais qui aurait prémédité son geste. Un détail va vite intriguer les policiers. Depuis plusieurs mois, Xavier Dupont de Ligonnès était inscrit dans ce club de tir de la ville. Son moniteur, Benoît Hérault, se rappelle qu'il venait avec sa propre carabine. Un jour, Ligonnès lui pose une drôle de question. On peut mettre un silencieux là-dessus ? Ouais, il m'en parle, quoi. Et là, je le dissuade, effectivement, de s'équiper de ça. Dans les stands de tir, ça sert à rien. Ça sert à rien, compte tenu du fait qu'on ait le droit de faire du bruit et que ça altère la précision du tir. Donc, si c'est pour une pratique dans un stand,
Bon, ça s'est arrêté là. Voilà. Lui, il avait peut-être envisagé autre chose à ce moment-là, qui sait, bon. Selon les policiers, c'est avec sa carabine que Xavier Dupont de Ligonnès serait passé à l'acte chez lui dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 avril, soit 15 jours avant la découverte des corps. Ce soir-là ressemble pourtant à un dimanche ordinaire. Avec sa femme et 3 de ses 4 enfants, il est au cinéma puis au restaurant. C'est la dernière fois que les victimes seront vues vivantes. Le père de famille les aurait drogués avec des somnifères, puis tués dans leur sommeil. Ce même soir, il laisse pourtant ce message anodin sur le répondeur de sa sœur. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite, dimanche soir, et on rentre juste. Donc, je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone, et puis là, je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redis, tu m'envoies un petit SMS et je te rappelle. Là, je vais aller coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Un message au ton léger, aux antipodes du drame qui se noue cette nuit-là. Agnès et 3 de ses enfants sont tués. Le 4e fils, lui, vit à Angers. Thomas, le cadet, y étudie la musique. Le lendemain des meurtres, son père l'invite à dîner dans ce restaurant gastronomique. Le directeur se souvient d'un face-à-face étrange, lors duquel Thomas a semblé être pris de nausées. On a recontacté des gens qu'on connaissait, qui avaient dîné ce soir-là, qui se souvenaient très bien. Et on dit, c'est vrai qu'il y avait pas peu d'échanges entre eux, hein. Il y avait très peu d'échanges. Ils se souvenaient d'avoir vu le fils sortir de table, le père était resté seul. Et c'est plutôt mes salariés qui ont dit, je sais pas, il semblait être un petit peu comme ça, un peu malade, un peu mal portant, enfin, se sentant pas très à l'aise. Après cette histoire, on s'est dit, mais il est venu ici avec son fils, alors que déjà le reste de la famille avait été tué. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu quand même, ça fait froid dans le dos quand même. Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il tenté de droguer son dernier fils ? L'enquête ne permettra pas de connaître l'origine de ces nausées. Un mystère de plus, d'autant que Thomas, cette nuit-là, rejoint sa chambre d'étudiant à Angers. Le père, lui, repart à Nantes. Mais 24 heures plus tard, il lui demande de le rejoindre en urgence, car sa mère aurait eu un grave accident de vélo. C'est ce que Thomas confie à ses amis avant de quitter Angers. Plus personne ne le reverra vivant. Dans les jours qui suivent, le père de famille aurait enterré les corps sous la terrasse avec des outils achetés peu de temps auparavant. À 7 endroits précis où les enquêteurs découvriront les 5 victimes sous une mince couche de ciment. Pour que son entourage ne s'inquiète pas, Ligonnès cherche ensuite à justifier la disparition de la famille. Il envoie d'abord des courriers aux écoles des enfants et à leurs logeurs, invoquant une mutation professionnelle imprévue. Le directeur de l'université catholique où était scolarisé Thomas y croit. La lettre du père de Thomas nous est arrivée le 11 avril, nous disant que pour des raisons professionnelles, il était obligé de partir précipitamment pour l'Australie et que Thomas ne suivrait plus les cours chez nous jusqu'à la fin de l'année. C'est quelque chose qui vous a paru... Pas extraordinairement suspect, puisque chaque année, ça peut arriver qu'un étudiant parte en cours d'année et la décision familiale fait acte d'autorité, je veux dire. Xavier Dupont de Ligonnès envoie aussi des courriers à ses proches, mais leur livre une toute autre explication. Cette lettre la voici, 4 pages aussi détaillées que surprenantes. Emmanuel, l'ami de presque 40 ans, a été le premier à la recevoir. Alors, il s'adresse à donc 9 personnes différentes. Il est daté effectivement du 8 avril. Il est un petit peu long, hein, donc bon, coucou tout le monde. Méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquerons ci-dessous. Vous recevrez ce courrier par la voie postale classique car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement. Ni mail, ni SMS, ni téléphone, et ce pendant quelques années, pour des raisons de sécurité. Le père de famille assure être un témoin protégé de l'Office antidrogue américain. Il enquêterait dans ce cadre sur des réseaux criminels, des trafiquants qui seraient en passe de le retrouver. La vie de toute la famille serait en danger.
Nous sommes donc pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux USA sous une nouvelle identité qui doit, bien évidemment, rester secrète. Moi, honnêtement, j'ai été sûrement dans le déni, j'y ai cru. Emmanuel n'est pas le seul à y croire. Dans l'immédiat, personne n'alerte la police. Xavier Dupont de Ligonnès gagne du temps. Ça va lui permettre de s'enfuir. Ce n'est qu'après la découverte des corps, le 21 avril, que les enquêteurs vont reconstituer son parcours, grâce à son téléphone portable, sa carte bleue et les excès de vitesse qu'il commet au volant de sa voiture. Ligonnès a laissé des traces derrière lui. Il dort d'abord près de La Rochelle, puis de Toulouse. Le 12 avril, il fait une halte remarquée dans cette auberge 5 étoiles près d'Avignon. Il prend une des plus belles suites de l'établissement. Sylvie Boucher, la directrice de l'auberge, pense alors avoir affaire à un célibataire en goguette. Il était charmant, c'est vrai qu'il était élégant, il avait vraiment rien qui pouvait laisser soupçonner un problème, je veux dire. Il avait l'air stressé? Ah non, en plus très détendu, c'est ça qui était encore très intriguant. Ouais. Ah non, il faisait vraiment sans souci. Xavier Dupont de Ligonnès va même profiter ce soir-là de la bonne table de l'auberge. Un dîner de gourmet assorti d'un grand vin de Bourgogne. Il posait des questions sur le vin qu'il avait choisi, puis il avait l'air de bien aimer le vin, puis il aimait aussi la bonne table, puis il s'était régalé, enfin c'est ce qu'il a dit à la sortie du restaurant. Une addition de 220 € que le père de famille paye avec sa carte bleue. 2 jours plus tard, il est à Roquebrune-sur-Argent dans le Var, où il retire 30 € dans ce distributeur. Voici la dernière photo connue du meurtrier présumé. Après l'auberge 5 étoiles, il passe la nuit dans cet hôtel bon marché. Au matin du 15 avril, les caméras du parking l'enregistrent quittant les lieux, 2 grands sacs sous le bras. Ce n'est que 8 jours plus tard, après la découverte des corps, que les enquêteurs retrouvent sa voiture sur le parking de l'hôtel. Qu'est-il venu faire dans cette région qu'il connaît bien pour y avoir vécu dans les années 90 ? Les policiers ont une hypothèse, celle du suicide. Pensant qu'on ne retrouverait jamais les corps des siens sous la terrasse, Xavier de Ligonnès se serait donné la mort dans un endroit caché quelque part dans ces massifs, pour que tout le monde puisse croire à la disparition volontaire de toute la famille. De vastes fouilles sont organisées, en vain. Suicide, cavale, les 2 pistes restent ouvertes. En parallèle, les policiers essayent de comprendre l'origine de ce drame familial. Avec un logiciel d'enquête criminelle, ils épluchent le passé du père de famille, ses relations, sa vie professionnelle, et découvrent ce qui pourrait être un mobile. Une situation financière catastrophique. Ligonnès aurait eu honte de la ruine, au point de supprimer toute sa famille. Pour le procureur de Nantes, Brigitte Lamy, c'est aujourd'hui encore la piste privilégiée. Il avait toujours cette volonté de paraître, aussi bien vis-à-vis de sa famille que de son entourage, que tout le monde, quoi. Il avait une envie de donner une impression de réussite. Et puis, il en était arrivé à une telle situation que c'était fini, quoi, qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Plutôt que de l'avouer qu'il était ruiné, il a préféré mettre fin à la vie de ses proches, de sa famille. L'activité de Xavier Dupont de Ligonnès était en chute libre. Il démarchait des hôtels et des restaurants afin de les faire figurer dans un guide pour VRP. Sa société, La Route des Commerciaux, avait même son site internet. Mais le père de famille avait commencé à emprunter de l'argent. À sa famille, mais aussi 50 000 € à une femme d'affaires. Un amour de jeunesse avec laquelle il venait de renouer. Peu de temps avant les meurtres, celle-ci avait lancé les huissiers à ses trousses pour récupérer son argent. Se sentait-il acculé ? En juillet 2010 déjà, 9 mois avant la tuerie, il envoyait cet email à ses 2 meilleurs amis. Je serai donc fin août, début septembre, au pied du mur.
avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif. Michel était l'un des destinataires de ce mail. Alors était-il prémonitoire? Ça, c'est une question qui ne me convient pas. Parce que premièrement, je l'ai reçu et que c'était absolument pas prémonitoire. C'est une interprétation qui est faite maintenant à cause de l'acte et que sur le moment, ça l'était pas. Stop. Car pour les amis, la piste de la ruine ne tient pas. Emmanuel a prêté 6 000 € à Xavier. Il affirme avoir été intégralement remboursé. Il y a eu des problèmes d'argent dans leur couple. Je le sais bien pour les avoir aidés personnellement. Bon, mais enfin, si tous les couples qui ont des problèmes d'argent devaient assassiner leurs enfants, ça se saurait quand même. Du coup, depuis 3 ans, Emmanuel se demande à quel moment son ancien meilleur ami a basculé dans ce machiavélisme meurtrier. La folie, la schizophrénie, la bipolarité, enfin on peut appeler ça comme on veut. À partir de quel moment je n'ai plus connu le véritable Xavier? Est-ce que ça a été tout temps? J'ose pas le croire. Mais quoi, 6 mois, 1 an, 2 ans? Je n'en sais rien. La famille du principal suspect, elle, clame son innocence. Devant tant de mystères et d'incertitudes, sa sœur remet en cause toute l'enquête. Christine de Ligonnès a créé un blog pour développer ses arguments. Se basant par exemple sur des approximations lors des autopsies, elle va jusqu'à affirmer que les corps retrouvés sous la terrasse ne sont pas ceux d'Agnès et des enfants. Pour elle, comme il le dit dans sa lettre, son frère est bel et bien pris en charge par les services américains. Je pense que pour des raisons de prudence, mon frère ne bouge pas, pour ne pas nous mettre dans la difficulté, qu'il ne téléphonera pas, qu'il n'enverra pas d'email, qu'il ne se manifestera pas de cette façon-là, mais peut-être dans quelques temps. Il est donc vivant? Il est donc vivant. Pourquoi? Je n'ai pas de raison de croire à son suicide. Je ne vois pas pourquoi mon frère se serait suicidé. Je préfère considérer la possibilité de l'innocence de mon frère, et plus encore que cela, la possibilité que sa lettre soit un jour vérifiée et authentifiée. La sœur n'est pas la seule à douter de la version de la justice. Cette femme, qui tient à rester anonyme, était une amie d'Agnès de Ligonnès. Comme Christine, elle pense que Xavier disait vrai dans sa lettre, que la famille était réellement menacée. Elle a vu Agnès pour la dernière fois le dimanche matin à la sortie de la messe, quelques heures avant le moment supposé de sa mort. Et son amie lui a fait une drôle d'impression. Elle tournait la tête sans arrêt. Toutes les 30 secondes, elle regardait derrière son épaule. Et on sentait une certaine anxiété, une certaine peur. Elle devait avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. Je pense qu'effectivement, les menaces étaient réelles et que... Parce que c'est pas de son mari qu'elle avait peur en regardant dans l'église. Il mettait pas les pieds à l'église, en tout cas pas à la messe. Donc c'était pas de lui qu'elle avait peur. Il y avait certainement autre chose. Dans le dossier, il y a encore d'autres mystères. 3 commerçantes affirment avoir vu Agnès Dupont de Ligonnès dans la semaine suivant le week-end où elle aurait été tuée. Cette voisine s'en souvient très bien. 3 ans qu'elle maintient sa version. Je l'ai vu le jeudi soir en sortant de mon travail. Il n'y a pas que moi qui l'ai vu, donc j'ai toujours cru que j'étais toute seule à l'avoir vu. Non, je suis pas la seule. Et moralement, ça fait du bien, parce qu'au moins, on sait ce qu'on dit. Puis, mentir dans cette affaire, qu'est-ce que je viens à gagner? Rien. Rien. Ça m'apporte rien. Des témoignages qui remettraient en cause la chronologie des faits, mais que la justice balaye, estimant que les 3 femmes se trompent dans les dates. La sœur de Ligonnès, elle, veut y croire. Elle a donc pris un avocat. Mais selon Stéphane Goldenstein, Xavier Dupont de Ligonnès est le seul à pouvoir éclaircir les mystères du dossier. Et je pense que mon seul espoir, c'est qu'on retrouve cet homme, parce qu'il détient toutes les clés. Évidemment, il détient toutes les clés. Lui pourra nous expliquer, si c'est lui, la raison pour laquelle il l'a fait, la façon dont il s'est comporté, la façon dont il l'a réalisé. Toutes les explications, il pourra nous les donner, j'espère. Et si c'est pas lui, d'apporter la preuve de son innocence. Il va avoir du mal. 3 ans après, la justice ne sait toujours pas si le père de famille est mort ou vivant.
Les signalements de témoins pensant l'avoir vu, 1000 à ce jour, continuent d'être systématiquement vérifiés. Si on avait une certitude sur sa disparition, on ne ferait pas ce genre d'investigation. Il n'y a aucune certitude. Tout est possible. C'est une affaire qui tient en haleine, forcément, parce que on n'a pas l'aboutissement. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul et unique policier qui travaille à plein temps sur le dossier du pont de Ligonnès. Mais la justice le promet, à la moindre piste fiable, ce seraient de nouveau des dizaines d'enquêteurs qui pourraient être mobilisés. Ces dernières semaines, ces 3 étudiants s'inquiétaient pour leur ami Arthur. Vous pouvez me montrer où est-ce qu'Arthur habitait? Numéro 4. Numéro 4. En première année de BTS, Arthur, 20 ans, louait une chambre dans cette maison, à 80 km de chez ses parents. Depuis début avril, il ne donnait plus de nouvelles. Il y a quelques heures, ses copains ont appris sa mort. Vous attendiez pas qu'il puisse y arriver quelque chose? Non, on se doutait pas à ce point-là. C'est vrai qu'on a suivi les news toute la journée. C'était les premières informations déjà. C'était assez invraisemblable. Ouais. Puis on a toute la journée se concentrer en cours, tout ça, c'était. La tension n'était pas là, qu'on va dire. Mais c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Arthur était le fils aîné de la famille Dupont de Ligonnès. Cette semaine, sur 6 personnes que comptait la famille, 5 ont été retrouvés assassinés. Le père, lui, reste introuvable. Les Ligonnès, une famille jusque-là ordinaire. Depuis 10 ans, ils vivaient dans cette maison d'un quartier du centre-ville de Nantes. La mère, Agnès, 48 ans, était surveillante dans ce collège privé. Le père, Xavier, 50 ans, souvent en déplacement, se présentait comme un commercial. Les 4 enfants, Arthur, 20 ans, Thomas, 18 ans, Anne et Benoît, 16 et 13 ans, poursuivaient tous leurs études dans des établissements catholiques. Une famille d'origine versaillaise, très pieuse et assez réservée. La plupart des voisins les croisaient, sans vraiment les connaître. Madame fréquentait les commerçants du quartier. Monsieur s'occupait de l'entretien des 4 voitures de la famille. Stable, tranquille, conversation anodine, le beau temps, la pluie, enfin bon, voilà quoi. On ne pouvait pas... Non. Rien n'aurait laissé penser qu'il aurait pu arriver une chose pareille. Ah oui. Ah non, pas de comportement bizarre, ni quoi que ce soit, absolument pas. Vraiment normal. Mais début avril, cette famille disparaît du jour au lendemain. Volet fermé, message sur la boîte aux lettres. Les Ligonnès semblent s'être évaporés. Un des premiers à s'en apercevoir est le patron de cette pizzeria où l'aîné de la famille travaillait tous les week-ends. Et livreur le vendredi soir, et le samedi midi et samedi soir. Et le dimanche matin, il était dans le magasin à faire de la préparation pour le service du soir. La dernière fois qu'Erwan Dejoie vu cet employé consciencieux et ponctuel, c'était le dimanche 3 avril. Après, plus rien. Pour nous, c'était une histoire super bizarre. J'ai envoyé un de mes livreurs devant la maison qui m'a dit qu'il y avait le message sur la porte. Et lui, quand il est parti le week-end d'avant, il vous a la semaine prochaine, comme d'habitude. Bonne semaine, chef, bon week-end. L'employeur d'Arthur s'inquiète. Dans un premier temps, il est quasiment le seul. À l'université catholique, où étudie Thomas, le cadet, son absence n'éveille aucun soupçon. Car début avril, un des responsables de l'établissement, Patrick Barbier, reçoit une explication. Une lettre signée Xavier de Ligonnès. La lettre du père de Thomas nous est arrivée le 11 avril. Nous disant que pour des raisons professionnelles, il était obligé de partir précipitamment pour l'Australie
et que Thomas ne suivrait plus les cours chez nous jusqu'à la fin de l'année. C'est quelque chose qui vous a paru... Pas extraordinairement suspect, puisque chaque année, ça peut arriver qu'un étudiant parte en cours d'année et la décision familiale fait acte d'autorité, je veux dire. Et puis, c'est surtout qu'on est tellement loin de se douter qu'il puisse arriver un drame pareil. Le père fait parvenir le même courrier au collège de ses deux plus jeunes enfants, Benoît et Anne, à l'établissement de l'aîné, Arthur, ainsi qu'à l'école où travaille sa femme. Tout le monde imagine alors que la famille s'est installée à des milliers de kilomètres de la France. C'est finalement une des voisines du quartier qui donne l'alerte. Cette commerçante avait sympathisé avec Agnès de Ligonnès. Elle connaissait bien les habitudes de la famille. Et c'est quand je suis revenu le lundi. Quand je suis revenu le lundi travailler, j'ai rien vu le lundi après-midi. Et c'est lundi soir, quand je suis parti, que j'ai vu que la maison était fermée. Ça m'a fait drôle, je ne l'ai jamais vu fermer, cette maison. Je me suis dit, c'est bizarre, ça. Je me suis dit, c'est drôle. Puis je suis rentré chez moi. Mais c'est vrai qu'entre guillemets, ça m'a pris la tête. Donc j'ai appelé la police. Les policiers découvrent une maison vide, mais ils relèvent des résidus de traces de sang. Ils inspectent alors le jardin. Et jeudi dernier, sous la terrasse, ils exhument 5 corps. Celui de la mère et ceux de ses 4 enfants. Tous ont été exécutés de plusieurs balles de 22 longs rifles. Selon les premières autopsies, le drame se serait produit au moins 2 semaines plus tôt, autour du 4 avril. Xavier, le père, lui, a disparu. Mais les enquêteurs vont parvenir à suivre sa trace. 6 jours après la date présumée des meurtres, il quitte Nantes. 2 jours plus tard, c'est dans cette luxueuse auberge du Vaucluse qu'il fait étape. Sous un nom d'emprunt, Xavier Laurent. Donc voilà, il a dîné ici. Son attitude était l'attitude de quelqu'un de tout à fait jovial, très agréable, très courtois. Je suis repassé vers la fin du service pour lui demander si tout se passait bien. Et il était très satisfait de la maison, il passait une très bonne soirée. Le surlendemain, le 14 avril, il retire 30 € dans ce distributeur d'un village du Var. Cette fois, il passe la nuit dans un hôtel bon marché. Une semaine plus tard, les policiers retrouvent sa voiture sur ce parking. Mais lui s'est volatilisé. Plus aucune piste. Pendant ce temps-là, à Nantes, les découvertes sur ce père de famille s'enchaînent. Depuis décembre dernier, il fréquentait un club de tir. Toutes les semaines, il venait s'exercer sur ce stand, parfois même avec ses fils. C'est Benoît Hérault qui se chargeait de sa formation. Xavier de Ligonnès possédait sa propre arme, un héritage de son père, disait-il. Il y a 2 mois, il l'avait même apporté au club. Je l'ai eu, son arme dans les mains. Il me l'a montré. Qu'est-ce que t'en penses? C'est apte au tir. Bon, j'ai nettoyé, j'ai regardé, j'ai dit oui, c'est apte au tir. C'était quoi comme arme? C'est une carabine 22 longs rifles, de marque unique. Selon les expertises, c'est avec une arme de même calibre que sa femme et ses 4 enfants ont été abattus. Aujourd'hui, Benoît se rappelle de certaines questions posées par le père de famille. On peut mettre un silencieux là-dessus? Ouais, bah, il m'en parle, quoi. Et là, je le dissuade, effectivement, de s'équiper de ça. Dans les stands de tir, ça sert à rien. Ça sert à rien, compte tenu du fait qu'on ait le droit de faire du bruit et que ça altère la précision du tir. Donc, si c'est pour une pratique dans un stand, bon, bah, ça s'est arrêté là. Voilà. Lui, il avait peut-être envisagé autre chose à ce moment-là, qui sait, bon. Alors, Xavier de Ligonnès aurait-il planifié l'élimination de sa femme et de ses enfants? Et si oui, pour quelle raison? Il se présentait comme commercial, spécialisé dans la publicité pour les hôtels et les restaurants. Sur Internet, on trouve une entreprise à son nom, la Selref, mais aussi une association, la Route des commerciaux. Des activités officiellement basées à une 50aine de kilomètres de Nantes. La première adresse se trouve dans ce quartier pavillonnaire,
derrière ce portail blanc. Mais c'est en fait une résidence privée dont les habitants sont en vacances. Quant à la deuxième adresse, elle nous conduit dans ce quartier, au fond d'une impasse. Mais aujourd'hui, c'est une autre société qui occupe les locaux. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis journaliste. Je viens voir parce que, a priori, monsieur Dupont de Ligonnès avait ses bureaux ici. Il n'y a rien à déclarer, il y a juste un transfert de siège qui a été fait. Ça veut dire quoi, un transfert de siège? Et puis il avait fait les formalités, en fait, pour que son siège social soit transféré. L'entreprise aurait déménagé il y a plus de 10 ans. Et dans le voisinage, personne ne se souvient de son patron. Oh oui, non, mais vous l'avez jamais vu ici, Moi, j'ai jamais vu cette personne-là. S'ils garent leur véhicule, c'est là. Donc, nous, à part les 4 véhicules qu'on connaît, qui viennent régulièrement. Des entreprises fantômes et des affaires a priori pas très florissantes. En 2009, Xavier de Ligonnès a déclaré 4 000 € de revenus annuels. Bien peu pour faire vivre une famille de 6 personnes, louer une maison et payer les études des enfants dans des établissements privés. Selon le procureur de Nantes, d'ailleurs, le père se serait endetté. Non, je ne peux pas vous faire le décompte de ces dettes. Il semble qu'il ait eu une dette relativement importante d'environ 50 000 € auprès d'une de ses amies de la région parisienne, donc qui en tout cas a indiqué au service de police qu'il lui devait cette somme. Cette amie serait en fait la maîtresse du père de famille. Une liaison nouée il y a 5 ans, à une époque où le couple Ligonnès était au bord de la rupture. C'est ce qu'aurait confié Agnès à sa voisine et amie commerçante. J'ai jamais vu vraiment une vie de couple. Je sais qu'à un moment donné, ils s'étaient séparés. Lui, il était parti. Et puis, elle avait repris son nom de jeune fille. Et après, elle est revenue un jour en me redonnant le nom de Ligonnès. Alors, je lui dis, ça va mieux? Elle me dit, oui, ça va mieux. Ben, j'ai dit, tant mieux. Malgré la réconciliation du couple, le père de famille aurait-il continué sa double vie? Différend conjugal, problèmes financiers. Que s'est-il vraiment passé dans cette famille? Le mystère demeure. Ce dimanche matin, l'homme était toujours introuvable. Dans la nuit de vendredi à samedi, Jacques a cru à un mauvais rêve. Le domicile de son meilleur ami et voisin en région parisienne est perquisitionné. J'ai eu le temps de regarder ce qui se passait chez le voisin. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait la scientifique qui était là, qui était en train de fouiller, enfin tout ça, quoi. Mon épouse appelle sa femme, et là, on apprend que Guy, en arrivant à l'aéroport de Glasgow, il a été arrêté. Et voilà, Guy est descendu, et tout de suite, il a été emmené par les policiers. J'ai pas eu le temps de le voir ou quoi que ce soit. C'est un autre policier qui est venu la voir en lui disant, voilà, votre époux a été arrêté suite au de 4 enfants et tout ça. Vous vous rendez compte, on accuse votre mari d'avoir tué une famille, enfin c'est quelque chose de terrible. Pour la police écossaise, sous l'identité de ce retraité, se cacherait en réalité Xavier Dupont de Ligonnès, accusé d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants il y a 8 ans, l'homme le plus recherché de France. Mais pour Jacques, c'est impossible que les 2 hommes n'en fassent qu'un. Je suis désolé, vous voyez cette photo, ça que vous m'avez montré tout à l'heure. Non mais attendez, ça devient de n'importe quoi. Les flics là-bas, les Écossais, je veux dire, la photo, vous l'avez, vous regardez cette photo-là avec la photo de... Vous dites non, attendez, non, il y a une erreur. C'est évident qu'ils se plantent lamentablement. C'est évident. À l'origine de cette méprise, une information anonyme, jugée crédible, recueillie par des policiers écossais. Vendredi, ils préviennent leurs homologues français. À Charles de Gaulle, un passager pouvant être Xavier Dupont de Ligonnès embarque pour Glasgow. Deux heures plus tard, l'homme est interpellé à l'atterrissage. Ses empreintes digitales sont comparées à celles du fugitif. D'après les Écossais, elles concordent. Dans la soirée, les policiers français en poste à l'ambassade de France à Londres
envoient ce message à leur hiérarchie. Le magistrat du poste nous informe de l'interpellation ce soir, à son arrivée en Écosse, de Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 2011 pour le meurtre de sa femme et de ses enfants. La nouvelle fait la une de toute la presse. Mais samedi matin, la police de Glasgow précise qu'en réalité, la convergence des empreintes n'est que partielle. Quelques heures plus tard, un test ADN est pratiqué. Il disculpe totalement le voyageur. Guy, le paisible retraité, est relâché. Une fausse piste spectaculaire, une de plus, dans une énigme criminelle qui alimente tous les fantasmes et obsède les Français depuis 8 ans. Le mystère Xavier Dupont de Ligonnès. Ce 13 avril 2011, la police, alertée par des voisins, pénètre dans cette maison bourgeoise. Une semaine que les volets sont clos. Ses occupants semblent s'être volatilisés. Les policiers inspectent l'intérieur de la maison à 5 reprises. D'abord, ils ne trouvent rien d'anormal. Mais le 21 avril, l'enquête bascule. Une histoire absolument épouvantable à Nantes. On était sans aucune nouvelle depuis le 4 avril d'un couple et leurs 4 grands-enfants. Ce matin, coup de théâtre, la découverte de restes humains à leur domicile. L'enquête s'oriente donc vers la séquestration et l'assassinat, piste criminelle. 5 corps sont retrouvés, enterrés sous la terrasse du jardin. La mère, Agnès Dupont de Ligonnès, et ses 4 enfants, Benoît, Anne, Thomas et Arthur, âgés de 13 à 20 ans. Abattus par balles, leurs corps ont été enroulés dans des couvertures, un objet religieux glissé près de chacun d'eux. De la chaux a accéléré leur décomposition. Seul manque le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, qui devient immédiatement le principal suspect. Établi à Nantes depuis 6 ans, les Ligonnès étaient originaires de Versailles. À la fois discret et bien inséré. Lui travaille à son compte comme commercial. Elle est mère au foyer. Les enfants sont dans des écoles privées catholiques. Emmanuel connaissait Xavier depuis l'adolescence. C'était le parrain de Thomas, le fils cadet. Il se souvient d'une famille unie. Les enfants aimaient leurs parents et les parents aimaient leurs enfants. Alors, qui est, bien évidemment, à cet âge-là, 14 ans, 16 ans, 18 ans et 21 ans, qui dit de temps en temps des petits heurts. Je voudrais bien savoir dans quelle famille, surtout avec 4 enfants, il n'y a jamais des petits heurts. Mais j'ai jamais vu Xavier ni Agnès lever la main sur leurs enfants et j'ai jamais vu la moindre violence entre Xavier et Agnès, jamais. Il était considéré comme un bon père de famille. Un bon père de famille qui avait, selon les enquêteurs, un autre visage. Un Mr. Hyde nantais qui aurait prémédité son geste. Un détail va vite intriguer les policiers. Depuis plusieurs mois, Xavier Dupont de Ligonnès était inscrit dans ce club de tir de la ville. Son moniteur Benoît Hérault se rappelle qu'il venait avec sa propre carabine. Un jour, Ligonnès lui pose une drôle de question. On peut mettre un silencieux là-dessus? Ouais, bah, il m'en parle, quoi. Et là, je le dissuade, effectivement, de s'équiper de ça. Dans les stands de tir, ça sert à rien. Ça sert à rien, compte tenu du fait qu'on ait le droit de faire du bruit et que ça altère la précision du tir. Donc, si c'est pour une pratique dans un stand, bon, ça s'est arrêté là. Voilà. Lui, il avait peut-être envisagé autre chose à ce moment-là, qui sait, bon. Selon les policiers, c'est avec sa carabine que Xavier Dupont de Ligonnès serait passé à l'acte, chez lui, dans la nuit du 3 au 4 avril, soit 15 jours avant la découverte des corps. Ce dimanche soir, il est au cinéma puis au restaurant avec sa femme et 3 de ses 4 enfants.
C'est la dernière fois que les victimes seront vues vivantes. Le père de famille les aurait droguées avec des somnifères, puis tuées dans leur sommeil. Ce même soir, il laisse ce message à sa sœur. On était à Pinoche en famille et au restaurant suite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu m'auras dit, tu m'envoies un petit SMS et tout. Là je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Un message au ton léger, aux antipodes du drame qui se noue cette nuit-là. Agnès et 3 de ses enfants sont tués. Le 4e fils, lui, vit à Angers. Thomas, le cadet, y étudie la musique. Le lendemain des meurtres, son père l'invite à dîner dans ce restaurant gastronomique. Le directeur se souvient d'un face-à-face étrange lors duquel Thomas a semblé être pris de nausées. On a recontacté des gens qu'on connaissait, qui avaient dîné ce soir-là, qui se souvenaient très bien. Et on dit, c'est vrai qu'il n'y avait pas peu d'échanges entre eux. Il y avait très peu d'échanges. Ils se souvenaient d'avoir vu le fils sortir de table. Le père était resté seul. Et c'est plutôt mes salariés qui ont dit, je sais pas, il semblait être un petit peu comme ça, un peu malade, un peu mal portant, enfin, se sentant pas très à l'aise. Après cette histoire, on s'est dit, mais il est venu ici avec son fils, alors que déjà le reste de la famille avait été tué. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu quand même, ça fait froid dans le dos quand même. Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il tenté de droguer son dernier fils? L'enquête n'a pas permis de connaître l'origine de ces nausées. Cette nuit-là, Thomas rejoint sa chambre d'étudiant à Angers. Le père, lui, repart à Nantes. 24 heures plus tard, il lui demande de le rejoindre en urgence car sa mère aurait eu un grave accident de vélo. C'est ce que Thomas confie à ses amis avant de quitter Angers. Plus personne ne le reverra vivant. Dans les jours qui suivent, le père de famille aurait enterré les corps sous la terrasse avec des outils achetés peu de temps auparavant. À 7 endroits précis, où les enquêteurs découvriront les 5 victimes sous une mince couche de ciment. Pour que son entourage ne s'inquiète pas, Ligonnès cherche ensuite à justifier la disparition de la famille. Il envoie d'abord des courriers aux écoles des enfants et à leurs logeurs, invoquant une mutation professionnelle imprévue. Le directeur de l'université catholique où était scolarisé Thomas y croit. La lettre du père de Thomas nous est arrivée le 11 avril, nous disant que pour des raisons professionnelles, il était obligé de partir précipitamment pour l'Australie et que Thomas ne suivrait plus les cours chez nous jusqu'à la fin de l'année. C'est quelque chose qui vous a paru... Pas extraordinairement suspect, puisque chaque année, ça peut arriver qu'un étudiant parte en cours d'année et la décision familiale fait acte d'autorité, je veux dire. Xavier Dupont de Ligonnès écrit aussi à ses proches, mais livre une toute autre explication. 4 pages aussi détaillées que surprenantes. Emmanuel, l'ami de presque 40 ans, a été le premier à recevoir la lettre. Alors, il s'adresse à 9 personnes différentes. Il est daté effectivement du 8 avril. Il est un petit peu long, hein, bon, coucou tout le monde. Méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquerons ci-dessous. Vous recevrez ce courrier par la voie postale classique car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement, ni mail, ni SMS, ni téléphone, et ce pendant quelques années, pour des raisons de sécurité. Le père de famille assure être un témoin protégé de l'Office antidrogue américain. Il enquêterait sur des réseaux criminels, des trafiquants seraient en passe de le retrouver, toute la famille serait en danger. Nous sommes donc pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux USA sous une nouvelle identité qui doit, bien évidemment, rester secrète. Moi, honnêtement, j'ai été sûrement dans le déni, j'y ai cru. Emmanuel n'est pas le seul à y croire. Dans l'immédiat, personne n'alerte la police. Xavier Dupont de Ligonnès gagne du temps. Cela lui permet de s'enfuir.
Ce n'est qu'après la découverte des corps le 21 avril que les enquêteurs reconstituent son parcours. Grâce à son téléphone portable, sa carte bleue et les excès de vitesse qu'il commet au volant de sa voiture, Ligonès a laissé des traces derrière lui. Il dort d'abord près de La Rochelle, puis de Toulouse. Le 12 avril, il fait une halte remarquée dans cette auberge 5 étoiles près d'Avignon. Il prend une des plus belles suites de l'établissement. Sylvie Boucher, la directrice de l'auberge, pense alors avoir affaire à un célibataire en goguette. Il était charmant, c'est vrai qu'il était élégant, il avait vraiment rien qui pouvait laisser soupçonner un problème, je veux dire. Il avait l'air stressé? Ah non, en plus très détendu, c'est ça qui était encore très intriguant. Ouais. Ah non, il faisait vraiment sans souci. Xavier Dupont de Ligonnès profite aussi ce soir-là de la bonne table de l'auberge, un dîner de gourmet. Il posait des questions sur le vin qu'il avait choisi, puis il avait l'air de bien aimer le vin, puis il aimait aussi la bonne table, puis il s'était régalé, enfin c'est ce qu'il a dit à la sortie du restaurant. Une addition de 220 € que le père de famille paye avec sa carte bleue. 2 jours plus tard, il est à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var, où il retire 30 € à ce distributeur. Voici la dernière photo connue du meurtrier présumé. Après l'auberge 5 étoiles, il passe la nuit dans cet hôtel bon marché. Au matin du 15 avril, les caméras du parking l'enregistrent quittant les lieux, 2 grands sacs sous le bras. Ce n'est que 8 jours plus tard, après la découverte des corps, que les enquêteurs retrouvent sa voiture sur le parking. Qu'est-il venu faire dans cette région qu'il connaît bien pour y avoir vécu dans les années 90? Les policiers ont une hypothèse, celle du suicide. Pensant qu'on ne retrouverait jamais les corps des siens sous la terrasse, Xavier Dupont de Ligonnès se serait donné la mort dans un endroit caché, quelque part dans ces massifs, pour que tout le monde puisse croire à la disparition volontaire de la famille. De vastes fouilles sont organisées, en vain. Suite cavale, les 2 pistes restent ouvertes. Alors en parallèle, les policiers essayent de comprendre l'origine de ce drame familial. Avec un logiciel d'enquête criminelle, ils épluchent la vie du père de famille et découvrent ce qui pourrait être un mobile. Une situation financière catastrophique. Ligonès aurait eu honte de la ruine au point de supprimer toute sa famille. 3 ans après les faits, c'était encore la piste privilégiée par la procureure de l'époque. Il avait toujours cette volonté de paraître, aussi bien vis-à-vis de sa famille que de son entourage, que tout le monde, quoi. Il avait une envie de donner une impression de réussite. Et puis, il en était arrivé à une telle situation que c'était fini, quoi, qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Plutôt que d'avouer qu'il était ruiné, il a préféré mettre fin à la vie de ses proches, de sa famille. Xavier Dupont de Ligonnès démarchait des hôtels et des restaurants afin de les faire figurer dans un guide pour VRP. Sa société, la Route des Commerciaux, avait un site internet, mais son activité périclitait. Il avait commencé à emprunter de l'argent à sa famille et aussi 50 000 € à une femme d'affaires, un amour de jeunesse avec laquelle il venait de renouer. Peu de temps avant les meurtres, celle-ci avait lancé les huissiers à ses trousses pour récupérer son argent. Se sentait-il acculé? En juillet 2010, 9 mois avant la tuerie, il envoyait 7 emails à ses 2 meilleurs amis. Je serai donc fin août, début septembre, au pied du mur, avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif? Pour Emmanuel, la piste de la ruine ne tient pourtant pas. Il avait prêté 6 000 € à Xavier et affirme avoir été intégralement remboursé. Il y a eu des problèmes d'argent dans leur couple. Je le sais bien pour les avoir aidés personnellement.
Bon, mais enfin, si tous les couples qui ont des problèmes d'argent devaient assassiner leurs enfants, ça se saurait quand même. Emmanuel se demande à quel moment son ancien meilleur ami a basculé dans ce machiavélisme meurtrier. La folie, la schizophrénie, la bipolarité, enfin on peut appeler ça comme on veut. À partir de quel moment je n'ai plus connu le véritable Xavier? Est-ce que ça a été tout temps? J'ose pas le croire. Mais quoi, 6 mois, 1 an, 2 ans? Je n'en sais rien. La famille du principal suspect, elle, a toujours clamé son innocence. Sa sœur remet en cause toute l'enquête. Christine de Ligonnès a créé un blog pour développer ses arguments. Se basant par exemple sur des approximations lors des autopsies, elle soutient que les corps retrouvés sous la terrasse ne sont pas ceux d'Agnès et des enfants. Pour elle, son frère est bel et bien pris en charge par les services américains. Je pense que pour des raisons de prudence, mon frère ne bouge pas, pour ne pas nous mettre dans la difficulté, qu'il ne téléphonera pas, qu'il n'enverra pas d'email, qu'il ne se manifestera pas de cette façon-là, mais peut-être dans quelques temps. Il est donc vivant? Il est donc vivant. Pourquoi? Je n'ai pas de raison de croire à son suicide. Je ne vois pas pourquoi mon frère se serait suicidé. Je préfère considérer la possibilité de l'innocence de mon frère, et plus encore que cela, la possibilité que sa lettre soit un jour vérifiée et authentifiée. Aujourd'hui, 8 ans après le drame, Christine croit toujours son frère innocent et vivant. Vendredi soir, son avocat, Stéphane Goldenstein, l'a immédiatement appelé en apprenant l'arrestation d'un suspect à l'aéroport de Glasgow. Lorsque j'informe Christine Dupont de Ligonnès que son frère a été arrêté, dès le début, si vous voulez, elle a pris la nouvelle avec beaucoup de retenue et de prudence. Mais tant mieux d'ailleurs, parce que comme ça lui fait moins mal. C'est très bien qu'elle ait réagi comme ça. Il n'en a pas été de même de sa mère, qui a été choquée quand même, à 90 ans, hein, qui a été choquée par la nouvelle, et Christine l'a protégée en lui disant « Écoute, c'est pas certain, on ne sait pas d'où sort cette empreinte. » Elle n'a pas vraiment envisagé que ça pouvait être lui, c'est étonnant. Elle est restée très en retrait. Après la fausse piste écossaise, le dossier judiciaire reste ouvert. Malgré 1 millier de signalements vérifiés, le mystère Ligonnès est entier.